Bonjour à tous et bienvenue dans ce dernier cours consacré à la construction européenne. Alors ici on est en 1986, mais la situation sera la même jusqu'en 1992, à savoir l'Europe des 12. En 1992, on a 12 pays membres, on en aura 15 en 1995, d'accord. Mais pourquoi est-ce que je vais vous parler de 1992? Parce que c'est l'année où est voté le traité de Maastricht, d'accord. Maastricht est une ville des Pays-Bas, de Hollande, et c'est là que va être signé le traité qui va mettre fin à la CE, d'accord, et qui va la remplacer par l'Union européenne, l'UE que vous connaissez. Alors, ce traité de Maastricht, il supprime définitivement toutes les frontières au sein de l'Union européenne. C'est-à-dire qu'il n'y a plus de douaniers qui vont faire du contrôle de marchandises, on va plus arrêter les personnes, la circulation des personnes est absolue entre les pays membres. Vous pouvez aller vous installer où vous voulez, circuler comme vous voulez, dès lors que vous êtes résident dans un pays membre de l'Union européenne, vous avez le droit d'y évoluer. Et c'est pareil pour les capitaux, c'est-à-dire l'argent, et pour les marchandises. Ce traité, il va être voté par référendum en 1992. Ça passera d'une courte tête, d'accord. Là, vous avez un sondage peu de temps avant qui donnait le non majoritaire, mais ce sera le oui qui l'emportera finalement. D'accord. Alors vous pouvez voir, cette campagne a commencé à diviser. Pourquoi les gens se sont divisés autour de ce traité? Parce que pour beaucoup, il dépossédait la France de sa souveraineté, c'est-à-dire qu'il, dans la mesure où il transférait encore plus de compétences à l'Union européenne et qu'il empêchait les États de mener absolument toutes les politiques qu'ils voulaient. Pourquoi il les empêche? Parce que dès lors que vous vous coordonnez, il faut que vous fassiez les choses ensemble et que vous respectiez les mêmes règles. Donc il était considéré par une partie des gens comme étant un pays un traité qui reniait, d'accord, qui supprimait la souveraineté des États et donc qui était antidémocratique, tandis que pour d'autres, il garantissait l'Union européenne, d'accord, il assurait la paix et la coopération. Avec plus d'Europe, on allait vers plus de prospérité, plus d'entente et plus d'intégration. Et c'était une manière aussi de dire qu'on allait pouvoir peser dans le reste du monde. Alors vous noterez la finesse de cette caricature, hein. Pour information, vous demandez, pour vous, sans doute comme vous voyez un sumo, vous devez vous dire oh c'est l'Asie, ça doit être la Chine. Non, pas du tout. À l'époque, le deuxième pays le plus puissant au monde après les États-Unis, 92, rappelez-vous, l'Union européenne, c'est fini. L'Union soviétique, pardon, c'est fini. Il n'y a plus d'URSS. Et la deuxième puissance du monde, c'est le Japon. Depuis, la Chine est passée devant. Donc, finalement, ce traité va passer avec une courte majorité, hein, 50,95% des gens vont voter pour oui, pour le oui. Donc, il va s'instaurer. Alors, qu'est-ce qu'il prévoit ce traité? Il met en place déjà des symboles et des institutions fortes pour l'Union européenne. Il dote l'Union européenne d'une visibilité qu'elle n'avait pas avant. Avec un drapeau, vous le voyez ici. Alors, il y a 12 étoiles sur le drapeau, bah, c'était le nombre d'États qu'il y avait au moment où il a été préparé. Il y avait 12 membres. D'accord. L'Europe des 12, 92. Facile à retenir. Toutefois, on n'a pas rajouté des étoiles à chaque nouvel État membre. Hein. C'était pas l'idée. Donc ça peut renvoyer aussi aux étoiles et à des chiffres assez classiques qui montrent l'harmonie et la perfection. Le cercle, l'idée du cercle, c'est qu'un cercle, c'est parfait. Chaque point est à égale distance des autres, d'accord. Il n'y a pas d'inégalité, c'est une figure classique, mais qui représente l'harmonie, le cercle. Et pourquoi est-ce que les étoiles ne se touchent pas sur ce drapeau? Eh ben, c'est pour montrer qu'il est encore ouvert et que d'autres pays peuvent le rejoindre. Ce qui caractérise l'Union, c'est aussi sa volonté d'ouverture aux autres pays. Alors, il va y avoir des grandes institutions qui vont, alors certaines existaient déjà, mais ça va marquer vraiment la naissance des grandes institutions européennes et donc de 4 villes qui deviennent importantes. Bruxelles, qui est le siège de la Commission européenne, le Luxembourg, Luxembourgville, parce que c'est le siège de la Cour de justice européenne, qui est en fait le droit européen avec Maastricht devient supérieur au droit des États. Donc si un citoyen français veut imposer quelque chose à l'État français et que c'est contraire et que c'est accordé par le droit européen, eh ben, il peut forcer l'État français en faisant appel à la Cour de justice des communautés européennes. Il y a un Parlement européen avec des députés européens qui sont élus, il est à Strasbourg, et à Francfort, on a le siège de la Banque Centrale Européenne. Je vais vous en reparler juste après. Alors, dans ces nouvelles institutions, on ne va pas rentrer dans le détail parce qu'on ne va pas faire un cours de droit constitutionnel ici. On a le Conseil européen. Le Conseil européen, c'est le conseil qui regroupe tous les chefs d'État. C'est lui qui décide des orientations, les objectifs, ce qu'on veut faire. D'accord.
Donc quand vous êtes 28, ça fait 28 chefs d'État qui doivent être d'accord. Notez ça, c'est pas une mince affaire. La Commission européenne, elle a 28 commissaires. En fait, c'est le gouvernement. C'est-à-dire, c'est comme le Conseil des ministres. D'accord. Chacun en charge de l'agriculture, de l'énergie, de la pêche, de l'écologie. Les commissaires européens, ils ont des portefeuilles. C'est-à-dire qu'ils ont un domaine de compétence avec un sujet qu'ils doivent traiter. Et eux, ils préparent des règlements. C'est eux qui ont le pouvoir parce qu'en fait, ils sont vraiment à l'initiative des lois. Le Parlement, il peut voter, mais il annule pas les lois de la Commission européenne et il peut faire des propositions. Le Parlement a un rôle plutôt consultatif, d'accord. C'est pas le Parlement qui gouverne. Et il y a aussi le Conseil des ministres, et c'est-à-dire, bon, bah, c'est très simple, c'est les ministres des différents pays se retrouvent pour voter les budgets, essayer d'orienter un peu leur politique. Voilà. Je rentre pas du tout dans les détails parce que c'est pas le lieu. Alors, le traité de Maastricht, on en a parlé, Banque Centrale Européenne à Francfort. Et oui, parce que c'est dans ce traité en 92 qu'on décide de mettre en place l'euro, et les billets d'euros vont circuler 10 ans plus tard, en 2002. Ça mettra du temps. Ça va supprimer les anciennes monnaies. Par exemple, la lire italienne, le franc français, le mark allemand vont disparaître, et c'est ce qui fait qu'on est un certain nombre de pays, ce qu'on appelle la zone euro, à avoir la même monnaie. Donc vous voyez, union monétaire à travers une monnaie commune. Qu'est-ce qu'on voit sur les billets? Ces billets, ils nous racontent des choses. Et bien déjà qu'on a une carte qui n'a pas de frontières. Donc que l'Union européenne peut s'ouvrir quasiment. En fait, on ne sait pas exactement jusqu'où. Elle est toujours ouverte, je vous en ai parlé tout à l'heure. Elle fait référence quand même à une culture commune, puisqu'il y a certains styles. Là, c'est pas un monument précis, c'est le style gothique, qui est effectivement un style architectural médiéval commun à toute l'Europe. D'accord. Toutefois, en 2011, on n'a que 17 pays qui ont adopté l'Union européenne et aujourd'hui l'euro, et il n'y en a pas plus aujourd'hui. Donc la zone euro, vous la voyez ici, d'accord, elle est en jaune-orange là, et ce sont les pays qui utilisent l'euro. Il y a un certain nombre de pays qui ne l'utilisent pas et je vous expliquerai pourquoi tout à l'heure ces pays-là ne l'ont pas rejoint. D'accord. Donc ce qu'on appelle la zone euro, c'est tous ces pays qui utilisent la même monnaie. Alors, comme vous pouvez le constater sur cette carte, eh bien l'Union européenne, elle s'est considérablement agrandie. Elle s'est agrandie et à partir des années 2000, en fait en 2004, elle va accueillir 10 pays. Vous les voyez ici, l'Estonie, la Lituanie, la Pologne, la République tchèque, la Slovaquie, la Hongrie et la Slovénie. C'est-à-dire qu'au début des années 2000, commencent des négociations pour accueillir les anciens États communistes d'Europe de l'Est. Vous voyez bien que je vous avais dit qu'en 1995, tous les pays de l'Europe de l'Ouest, mis à part la Suisse et la Norvège, ont adhéré à l'Union européenne. D'accord. Et là, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, les anciens pays de l'Est, qui sont très appauvris après l'expérience communiste, vont rentrer dans l'Union européenne pour accéder au marché commun, bénéficier d'aides et de subventions, et donc vont pouvoir participer à toutes ces institutions. Et il va y en avoir de plus en plus, d'accord, puisque en 2007, on aura même la Roumanie et la Bulgarie, et plus tard, pardon, on aura aussi la Croatie qui est ici, qui va y entrer. Et pour le reste des États des Balkans là, ça c'est la région des Balkans, souvenez-vous, bien, les États de cette région sont en cours d'adhésion et de discussion pour savoir s'ils vont y entrer. Alors, le fait qu'on soit de plus en plus nombreux dans l'Union européenne, ça a une conséquence, c'est qu'effectivement, ça devient de plus en plus difficile d'être d'accord. Quand on était 6 et qu'on était le Benelux, la RFA, la France et l'Italie, c'était des pays qui avaient un niveau de vie comparable, qui étaient côte à côte, qui avaient une vision des choses communes. C'était très facile de les mettre d'accord. Désormais, dans l'Union européenne, vous avez un nombre de pays qui sont plus ou moins riches, d'accord, plus ou moins pauvres, qui ont des visions différentes, qui ont des cultures différentes, et c'est assez compliqué d'arriver à mettre tout le monde d'accord autour d'une table pour déterminer des orientations politiques. Parce que les pays n'ont pas les mêmes intérêts. Et la question se pose toujours de l'élargissement futur. Vous voyez ici, bon, la Croatie est rentrée en 2013, mais il y a des négociations avec les pays des Balkans. La Norvège, elle a refusé, et la Suisse, ils ont déjà refusé. Il n'y a pas de raison qu'ils rentrent à nouveau, je vous dirai pourquoi. Mais on voit que la Turquie est candidat. Alors maintenant, ça s'est un peu calmé, mais longtemps, elle frappait à la porte de l'Union européenne pour accéder au marché commun, effectivement, qui est un formidable accélérateur de croissance. Et aussi, rappelez-vous qu'après le traité de Maastricht, qui crée une citoyenneté européenne et aussi une alliance plus politique, eh bien, si vous êtes membre de l'Union européenne, vous pouvez circuler librement et vous installer librement dans toute cette zone-là. Alors vous constatez ici que c'est barré, on va en parler juste après.
Alors il y a des crises depuis cette période-là, au fur et à mesure que l'élargissement a lieu. C'est-à-dire que l'Union européenne connaît des difficultés. Dans les années 90, c'était la prospérité. Le traité de Maastricht annonçait l'euro, annonçait des taux de croissance formidables, annonçait que ça permettrait de faire baisser le chômage. De plus, il avait des ambitions en termes de politique étrangère, c'est-à-dire que l'Union européenne, tous les pays avaient pour projet de parler d'une seule voix sur la scène internationale, c'est-à-dire de rivaliser face aux États-Unis, face aux Chinois, face aux grands pays du monde. Et en réalité, bon, bah, ça, ils n'y sont pas parvenus. C'est-à-dire que la politique étrangère française, anglaise, allemande, polonaise, etc., ça n'est pas la même. Et il y a des sujets sur lesquels les Européens ne sont pas du tout d'accord et sur lesquels ils n'arrivent pas à se mettre d'accord. Donc, l'Europe n'arrive pas à parler d'une seule voix dans le monde, première chose. Deuxième chose, si elle ne peut pas parler d'une seule voix dans le monde, elle ne peut pas agir d'une seule voix dans le monde. Et donc, il n'y a pas les promesses de défense européenne, c'est-à-dire de faire une armée européenne, il n'y en a pas. Ça n'a jamais réussi à fonctionner. Les pays européens, beaucoup ne veulent pas investir dans l'armée. Vous avez aujourd'hui, grosso modo, une puissance militaire forte dans l'Union européenne, c'est la France. Il y avait l'Angleterre, mais elle est partie désormais. Donc, les pays européens préfèrent, ils sont tous membres de l'OTAN, ils préfèrent que l'OTAN, donc les États-Unis, assurent leur défense. Et donc, on va rentrer dans un temps de crise. La première crise, c'est en 2005, le traité constitutionnel européen. Vous voyez, c'est le TCE. L'idée, c'était de créer un traité, une constitution pour l'Europe, et de faire l'Europe quasiment à l'image des États-Unis, si vous voulez. C'est-à-dire avec des institutions très fortes. Ça va passer par référendum dans plusieurs pays, et ça va profondément diviser les Français. Vous voyez là, on a non, oui, le pays va être très très divisé, même si beaucoup d'hommes politiques vont se mobiliser pour faire de la pédagogie et expliquer aux Français à quel point ce traité sera formidable. Ben non, malheureusement, hein, les irréductibles gaulois vont rejeter ce traité européen à plus de 54%. Donc là, c'est un rejet franc et massif. Et les Français qui ont lu ce texte, qui disent non, on ne veut pas plus d'Europe. Pourquoi ils ne veulent pas plus d'Europe? Parce que l'Europe qui est proposée dans la Constitution européenne, c'est une Europe qui favorise la concurrence, la circulation entre les personnes, aussi la concurrence et la coopération. Mais les Français commencent à se dire ça ne va pas nous aider à retrouver des emplois, ça ne va pas favoriser notre industrie. Et surtout, on a l'impression que nos gouvernements sont de moins en moins capables d'agir. Parce qu'ils sont dans le carcan européen. Alors, j'entrerai pas dans le détail du oui et du non, savoir qui a raison ou qui a tort. Mais il faut retenir qu'à partir de ce moment-là, 2005, il n'y aura plus de référendum en France sur l'Union européenne, on ne demandera plus aux Français. Et ce référendum, ce traité constitutionnel européen, eh bien, il va être passé en douce 2 ans plus tard, parce qu'il y aura un nouvel accord, où cette fois on ne demandera pas aux gens de voter, il s'appelle le traité de Lisbonne. Donc ça va nourrir un sentiment qu'on appelle l'euroscepticisme, c'est-à-dire le rejet de la construction européenne et de l'Union européenne. L'idée qu'elle se fait loin des gens, loin des peuples et contre les peuples. D'accord? Que ça profite qu'à une minorité de privilégiés. Alors, il faut quand même avoir en tête qu'il n'y a pas que les Français à avoir rejeté ce traité. Il y a eu plusieurs pays où il y a eu des référendums, et en Irlande et en Hollande, ça a été rejeté aussi. Donc, c'est un sentiment qui monte dans toute l'Europe. Alors, ça c'est la zone euro, je vous en ai parlé tout à l'heure, et je vous ai dit qu'il était peu probable que tous ces pays-là rejoignent la zone euro à terme, c'est-à-dire adoptent l'euro comme monnaie, d'accord, qui renoncent à leur propre monnaie pour intégrer la zone euro. Alors pourquoi? Parce que la zone euro devait être une formidable zone de croissance, un moteur économique incroyable où le chômage diminuerait, le PIB augmenterait, bref, une zone d'enrichissement. Si vous regardez la croissance en 2018, par exemple, la croissance de la zone euro, d'accord, qui est en bleu clair, donc des pays qu'on voit ici, elle est largement inférieure, souvent, à celle des autres pays. Ce qui veut dire que les pays qui n'ont pas l'euro, en réalité, s'en sortent mieux que les autres. D'accord? Il n'y a pas d'avantage à être dans l'euro, ça ne fait pas qu'on s'enrichit plus, qu'on commerce mieux. Il y a autant de commerce, je veux dire, les Polonais et les Allemands, même s'ils n'ont pas la même monnaie, avec le marché commun, font un commerce sans problème et n'ont pas de soucis. Alors vous allez me dire, c'est peut-être pour l'année 2018. Et bien si vous regardez depuis 2017, où il y a eu une grosse crise économique mondiale, qu'est-ce que vous constatez? Et bien que la zone euro, elle est toujours en dessous de la croissance de l'Union européenne. C'est-à-dire que l'euro n'est pas un avantage pour s'enrichir et pour avoir de la croissance, donc un enrichissement économique. C'est pour ça qu'il sera très probablement pas rejoint par d'autres pays. J'ai pas le temps de rentrer dans les détails, est-ce que l'euro est une bonne chose ou pas, c'est pas mon propos ici, mais il faut que vous ayez ça en tête. Ça nourrit aussi un certain euroscepticisme.
Et quand vous regardez au sein de la zone euro, alors là, les États-Unis n'en font pas partie, mais c'est ce qu'on appelle un repère. Si vous regardez la croissance américaine, la crise de 2008-2009, grosse crise, vous la voyez bien. Seulement, qu'est-ce qui se passe? Au sein, là, vous avez la croissance de la zone euro, et vous voyez que dans la zone euro, il y a des pays qui s'en sortent mieux que d'autres. Les Allemands, les Belges et les Français ont réussi à sortir leur épingle du jeu. Par contre, les Espagnols et les Italiens, ils souffrent incroyablement et ils ont des difficultés énormes. C'est ce qui vous montre qu'au sein même de la zone euro, vous avez des tensions. Vous avez des pays, vous avez un pays, pour ne pas le nommer, l'Allemagne, qui s'en sort très bien, et d'autres pays, l'Espagne, l'Italie, mais aussi la France, qui s'en sortent beaucoup moins bien. D'accord? Alors ça vous explique pourquoi est-ce que vous avez, depuis une dizaine d'années, vous avez une baisse, vous voyez, des opinions favorables sur l'Union européenne. Si vous regardez ce graphique-là, c'est des sondages qui sont faits régulièrement, et on voit bien que quasiment dans tous les pays, entre disons de 2004 à 2008, on avait toujours plus de la moitié de la population qui avait une opinion favorable sur l'Union européenne. Aujourd'hui, dans une grande partie des pays de l'Union européenne, les gens, d'accord, quand on les interroge, est-ce que vous avez une bonne ou une mauvaise opinion de l'Union européenne? Ils répondent non. Pour toutes les raisons que je vous ai dit. Le TCE, le chômage, sentiment d'impuissance, et puis aussi parce que c'est un bouc émissaire commode. Si quelque chose va mal dans le pays, c'est facile de dire c'est la faute à l'Union européenne. Mais vous avez ce sentiment qui monte, qui est une grosse crise. Alors vous pouvez constater en Italie 58%, je peux vous garantir qu'aujourd'hui c'est plus ça. Ce sentiment de défiance, il va provoquer en 2016 une autre grande crise, qui est le Brexit, c'est-à-dire le vote des Anglais pour quitter l'UE. Et pourquoi c'est une première historique? Parce que jusqu'ici, aucun pays n'avait quitté l'Union européenne ou la CE. Tous les pays qui étaient rentrés, ils y restaient. Et pour la première fois, un pays s'en va. Et là, c'est définitivement acté par le Premier ministre Boris Johnson. Alors l'Union européenne reste un territoire formidablement attractif, notamment pour l'immigration de toutes les zones autour, qui sont des zones plus pauvres, que ce soit l'Afrique, le Moyen-Orient, d'accord, ou même l'Europe orientale et l'Asie centrale. Ça va provoquer un certain nombre de tensions dans des pays. Pourquoi? Parce que depuis une dizaine d'années, il y a ce qu'on appelle une crise migratoire, c'est-à-dire que les frontières de l'Union européenne ne sont pas très bien contrôlées ou protégées. Il y a beaucoup d'immigration illégale, des gens qui fuient la misère, des guerres, qui viennent chercher une vie meilleure dans cette zone de prospérité qu'est l'Union européenne. Et là encore, les pays n'arrivent pas à se mettre d'accord. Qu'est-ce qu'il faut faire? Combien de personnes doivent être accueillies? Est-ce qu'on les répartit selon les pays? Etc., etc. Et dans un pays comme la Grèce qui reçoit des centaines de milliers de migrants tous les ans, qui est un pays très pauvre et très affaibli, parce que si vous avez bien regardé le graphique ici, vous constatez, hop, pas zone euro, non il était là-bas, tant pis, que là vous avez un effondrement en Grèce des opinions favorables, parce que la Grèce a subi une crise économique terrible à partir de 2008-2009, et qu'elle s'en est jamais remis. Donc il y a certains États qui ont l'impression qu'ils sont laissés pour compte, laissés sur le côté, et qu'il n'y a plus de solidarité entre les pays de l'Union européenne. Et face à des grands défis, l'Union européenne, les États n'arrivent pas à parler d'une seule voix pour se mettre d'accord. Mais n'oubliez pas que l'Union européenne reste quand même un pôle de richesse majeur dans le monde. Alors, certes, vous avez là les différents 4 pays du monde par rapport à leur PIB, leur richesse. GDP, ok, Global Domestic Product, si je ne dis pas de bêtises. Donc c'est le PIB, la richesse des pays, en pourcentage. Il y a 20 ans, la Chine, c'était 7,2% de la richesse mondiale, aujourd'hui c'est 20%. Vous voyez l'explosion économique chinoise, le boom, ils ont quasiment multiplié par 3 leur richesse, c'est impressionnant. L'Union européenne, elle a perdu effectivement une part de sa richesse, mais ça reste 15% de la richesse mondiale. C'est une zone qui est plus riche que les États-Unis, d'accord? Simplement, elle n'est pas capable de parler d'une seule voix. Et la Russie, la Russie, vous voyez bien que c'est pas grand-chose par rapport à ça. Simplement, si on vous demande quels sont les pays les plus puissants du monde, vous pourrez me dire la Russie par exemple, parce que militairement et diplomatiquement, vous en entendez parler. Or, l'Union européenne, qui est une zone très riche, n'arrive pas à devenir quelque chose d'important politiquement. Pourquoi? Parce que les États sont divisés, ils ne sont pas d'accord. Alors, la question n'est pas de savoir si c'est bien ou mal, c'est un fait. Ce qui vous explique que l'Union européenne est un géant économique, mais un nain politique, c'est-à-dire que quand il y a une crise quelque part, ce sont les Français, les Anglais, les Allemands qui y vont, mais on n'envoie pas les représentants de l'Union européenne. Parce que les différents États ne veulent pas, et les différents peuples ne veulent pas être représentés par des gens de Bruxelles, et de toute façon, ils n'arriveraient pas à se mettre d'accord là-dessus.
Donc voilà la trace écrite. Vous avez donc le traité de Maastricht, très important, 92, qui crée l'UE. Élargissement vers l'Est à partir du début des années 2000. Il y a toujours des pays qui sont candidats à l'adhésion. Le rejet du TCE par les Français, les Irlandais et les Hollandais, c'est une première crise qui va nourrir l'euroscepticisme. D'accord, je corrigerai la petite coquille ici. Et je mettrai une majuscule européenne, ne vous inquiétez pas. Donc, depuis, l'UE est confrontée à une nouvelle crise, crise de la zone euro, c'est-à-dire faible taux de croissance et un fort chômage dans la zone euro, départ des Anglais, et ça n'a pas aidé, vous comprenez, à plus de solidarité ou de cohésion. Donc, l'Union européenne est en crise depuis une dizaine d'années. Elle a du mal à faire face aux nouveaux défis qui se présentent à elle. C'est une zone de richesse incroyable, mais c'est un géant économique pour un nain politique. Donc les promesses du traité de Maastricht, vous comprenez, donner une défense, la prospérité, etc. à tous les pays, et ben malheureusement elles ne sont pas concrétisées, ce qui explique un peu la crise et la défiance dans laquelle est l'UE. Voilà, je vous remercie.